Le débat n'est pas encore ouvert. Je vais plutôt demander à Monsieur Ménébert, qui est fondateur de la fédéralitude, c'est un courant de pensée. Mais aujourd'hui, comme je vous l'ai dit au début, il va nous édifier ou il va nous éclaircir sur ce que nous pouvons apporter, nous, le peuple gabonais, sur le projet de société de Monsieur Jean Ping. Monsieur Ménébert. Bonjour à tous. Je remercie les femmes d'honneur des 9 provinces du Gabon de me mettre au milieu de cette illustre, on va dire, compagnie, de ces illustres aussi, dames. Je me sens comme un petit homme au milieu de femmes aussi grandes. Mais puisque vous m'avez hissé, je me permets d'être là. Je vous remercie aussi à tous ceux qui ont pris leur temps pour venir débattre de ces sujets qui intéressent notre pays. Je suis donc José Ménébert, l'initiateur du courant de pensée de la fédéralitude. Qu'est-ce que c'est la fédéralitude? C'est un néologisme et très rapidement pour vous donner une idée de ce que nous promouvons pour la gouvernance. Je vais prendre juste quelques exemples. Le premier exemple, vous avez cette habitude d'entendre ici en France qu'il y a la gauche et la droite. Qu'il y a, par exemple, aux États-Unis, les démocrates et les républicains. Et au Royaume-Uni, il y a les travaillistes et les conservateurs. Donc, il y a toujours cette dichotomie. Mais on ne vous a jamais appris, par exemple, qu'il y a un pays dans le monde qui est gouverné par tous les partis qui obtiennent les principales voix des électeurs. Et tous les représentants de ces partis forment ce qu'on appelle un collège. Alors, c'est un pays dans lequel il n'y a ni gauche ni droite, mais il y a inclusion de la plupart des voix du pays. Parce qu'en réalité, la gauche ou la droite, chacun ses avantages ou ses qualités, ses défauts. Un autre exemple que je peux vous prendre, on vous a appris aussi que dans chaque pays, il y a une langue officielle. Par exemple, au Gabon, la langue officielle, c'est le français, et rien que le français. Le Van, le Pounou, le Zébi et autres ne sont pas des langues officielles. La France, c'est une langue, enfin, le français est la langue officielle de la France. Mais on ne vous a jamais appris qu'il y a un pays où toutes les langues du pays sont en fait des langues nationales et des langues officielles. Je peux prendre encore un troisième exemple. Vous avez l'habitude d'entendre que dans tous les pays, il y a un président qui a un mandat de 4, par exemple aux États-Unis, 5 ans comme en France, 7 ans comme au Gabon. Mais on ne vous a jamais dit qu'il y a des pays où le président ne fait qu'un an. Alors, quand j'ai découvert toutes ces choses, et bien d'autres, hein, parce que j'ai juste illustré comme ça par quelques exemples, j'ai voulu être un suissologue, un helvétologue, en fait, un helvète, hein, les helvètes, c'est les habitants de la Suisse, les Suisses, suissologue, celui qui étudie les Suisses, un peu comme il y a des égyptologues. Mais alors, ça n'existe pas, suissologue et égyptologue. J'ai compris après qu'en fait, tout ce que j'ai découvert dans le système suisse, après avoir étudié plusieurs autres systèmes, ne visait qu'une chose, c'était de fédérer, d'unir, de rassembler et de pacifier les habitants de ce petit pays européen qui s'appelle la Suisse et qui existe depuis 1291. Et je me suis dit, mais nous nous battons pour des problèmes ethniques, nous nous battons pour des problèmes de gouvernement central, est-ce qu'on ne pourrait pas faire autrement? Donc c'est comme ça qu'est née la fédéralitude, le but c'est de fédérer. Un peu comme à l'époque, les autres Africains avaient créé la négritude qui exaltait la race noire. Nous exaltons un mode de gouvernance fédérateur qui peut apporter beaucoup de choses à notre pays. Alors, ma contribution maintenant, vous l'aurez compris, elle sera basée sur mon expérience personnelle et académique, hein, professionnelle et académique, qui est l'aménagement du territoire, les infrastructures et le management de projets, et ma culture politique qui s'inspire beaucoup des idées que nous promouvons à la fédéralitude. Par rapport au programme de M. Jean Ping, et vous avez pu le voir lors des présentations brèves faites par chaque femme, dans chacun des 10 points soulevés par ce programme, il y a tout
ce à quoi un être humain moderne aspire aujourd'hui. Les Gabonais ne sont pas des espèces différentes. Nous aspirons, comme toutes les autres populations du monde, à avoir des routes, des écoles, du logement, une santé qui fonctionne, une alimentation, une agriculture qui fonctionne, avoir l'électricité, l'eau potable et autres. Et aussi, comme vous l'avez vu, avoir un état de droit, de justice, de paix. Donc, quand j'ai lu ce programme, je me suis dit, chouette, il a balayé tous les sujets. Et vous avez écouté tout à l'heure aussi cette notion de décentralisation qui était très intéressante. Donc, je me suis dit, maintenant, comment on va mettre en œuvre ce programme politique sans que le candidat, à un moment donné, soit noyé. Vous le savez très bien chez nous, il y en a qui ont fait de la politique leur métier. Et ils n'attendent qu'une chose, que leur candidat passe au pouvoir pour le garrotter. Aujourd'hui, M. Ping fait le tour du Gabon, il touche les populations, échange avec eux, mais quand il sera devenu président, on va le cantonner dans un palais et à la limite, les populations qu'il a visitées aujourd'hui ne le verront plus. Il sera dans une tour d'ivoire, une tour de verre, inaccessible, et chacun lui racontera sa vie. Et au final, après les 7 ans, on dira, il n'a rien fait. Et c'est ce qui ronge tous nos pays africains. Alors, comment faire pour sortir de, on va dire, ce verrou qui nous bloque en Afrique? C'est comme une malédiction, c'est pas que pour le Gabon. Si vous regardez la plupart des pays africains, vous comparez depuis 1960 à aujourd'hui, on a l'impression de faire vraiment un pas en avant, deux en arrière, ainsi de suite, de faire le yo-yo. Donc, comment avancer? Il faut, à mon avis, aller dans une démarche qui n'est plus infantilisante, de colonisateur qui dit « je vais faire pour vous ». Et puis à la fin du mandat, finalement, on n'arrive à rien faire. Je vais faire 5000 logements chaque année, et au bout de 7 ans, je n'ai pas pu faire 5000. C'est quand même frustrant, et pour celui qui a fait la promesse, et pour ceux qui attendaient ces 5000 logements. Donc, comment est-ce qu'on va impliquer les gens? Il faut que nous mettions en relation directe le pouvoir, le gouvernement central et les différentes localités qui, elles, sont nombreuses. Donc, en créant un échelon intermédiaire. Et c'est là où, dans nos pays, nous parlons de décentralisation. Pourquoi je dis bien un échelon intermédiaire? Et là, je me réfère à ce que nous développons dans la fédéralité, pour ne pas mettre plusieurs couches, comme nous le voyons au Gabon aujourd'hui, où nous sommes tous perdus. Il y a la province, il y a les chefs-lieux de départements, les départements, plus les communes, les cantons, les villages. À la fin, c'est vraiment un patchwork indéfinissable. Moi, je propose que, par rapport à ce qui est fait là, pour aller dans une démarche agile, pratique, efficace, qu'il n'y a que 3 échelons. L'État central, on le connaît, à Libreville. Les communes, on sait ce qu'elles sont. Il y a des communes rurales et il y a des communes urbaines. Les villages, c'est des communes rurales, à dominante rurale. Et puis au milieu, on peut utiliser par exemple le département comme échelle de coordination des actions à l'intérieur des communes, qu'elles soient rurales ou urbaines. Comme ça, les choses seront plus simples. Ensuite, une fois qu'on a créé ce lien, on va définir les rôles et les compétences. On définit les rôles et les compétences. En partant de la base, on sait par exemple que les communes vont s'occuper de tout ce qui est proximité, les écoles primaires, comme ici, hein, vous le voyez en France, les écoles maternelles, le ramassage des ordures, en fait tout ce qui est proximité, et l'échelle intermédiaire fait la coordination de tout cela et tout ce qui fait la transcommunalité. Et l'État central restera dans son rôle d'État qui met en place le cadre de fonctionnement et des départements et des communes et donne les grandes directives. Alors, on a défini, on a créé un échelon intermédiaire, on a défini les rôles des communes, des départements et de l'État. On va maintenant donner les moyens financiers à chacun. Parce que si vous donnez aux gens des responsabilités, il faut bien leur dire où est-ce que va sortir l'argent. Et si vous remarquez ce qui se passe aujourd'hui au Gabon, les villes qui produisent la richesse de notre pays, vous prenez l'uranium ou le manganèse qui sort du Haut-Ogooué, ce n'est pas là-bas que vous trouvez réellement le développement. Vous allez à Gamba, à Port-Gentil, où l'on sort le pétrole du Gabon, ce n'est pas là-bas qu'on trouve le développement. Pourquoi? Parce qu'il y a, une fois que l'argent est arrivé au niveau de l'État central, il n'y a pas ce pacte
avec les gens qui produisent la richesse. Donc, des méthodes développées par les États tels que les États-Unis, le Canada, l'Allemagne, la Suisse, c'est dire ceci, que tous ceux qui produisent la richesse, on va leur rétrocéder 40% de la richesse qu'ils produisent pour qu'ils puissent eux-mêmes développer leur territoire. Les 40 autres pourcents vont servir de cagnotte pour la solidarité avec les autres communes et départements qui, eux, n'ont pas forcément les mêmes richesses et les mêmes atouts que ceux qui ont le pétrole, l'uranium ou le manganèse. Et après, 20% qui vont permettre les investissements structurants au niveau de l'État central et les investissements, et la couverture des frais de fonctionnement de tout ce qui est en fait patrimoine commun, le Sénat, l'Assemblée nationale. Donc, une fois qu'on aura fait cette troisième étape, la dernière étape, et je vais m'arrêter là, ça va être donc de faire établir à chaque commune et à chaque département un plan de développement local. Le président n'est pas de faire. Il n'est pas maçon, il n'est pas financier, il n'est pas architecte, il n'est pas urbaniste. C'est de faire. Et donc, c'est de superviser, de contrôler et de voir si les programmes faits localement avancent. Et après, ça va créer l'émulation dans notre pays. Exemple, je prends le cas. Aujourd'hui, les logements sociaux au Gabon, il y en a qui vous diront qu'on n'arrive pas à trouver les terrains. Pourquoi? Le ministère n'arrive pas à trouver les terrains au fin fond de Mouila, par exemple, parce que le type du ministère ne connaît pas Mouila. Alors que s'il avait donné les outils tels que plan local d'urbanisme ou plan d'occupation des sols au maire de Mouila, eh bien, il irait dire à monsieur le maire de Mouila, voilà, on a conclu que tu vas faire 200 logements sociaux ici. Où est le terrain dans ton plan qui permet de faire ces logements sociaux? Alors, la responsabilité n'est plus du président ni du ministre, elle devient du maire. Donc, si ce n'est pas fait à Mouila et c'est fait à Tibanga, à la fin, chaque fois qu'on fait les bilans, monsieur le président et son staff diront, vous voyez, si c'est fait à Tibanga, parce que les gens de Tibanga sont de bonne volonté, si ce n'est pas fait ici, c'est parce que ici, il y a un problème dans votre gouvernance locale. Et comme ça, on aura une émulation dans notre pays et qui nous permettra d'avancer et de sortir nos populations locales de l'attente et de l'assistanat, mais de les rendre réellement acteurs. Et c'est pour cela que j'ai aimé dans le programme de Jean Ping, quand il parle de remettre les populations au centre du développement du Gabon. Pour les Gabonais, mais aussi par les Gabonais. Je vous remercie.